Bonjour Diego. Bonjour Jérôme. Bonjour, on est ravis de te recevoir pour ce premier 45 chronos, ce nouveau format, dans 45 minutes pour débattre d'un sujet de la transition et puis ensuite, évidemment, dialoguer avec les auditeurs. On va attendre quelques secondes, minutes pour que ceux qui sont inscrits nous rejoignent. Peut-être qu'avant de commencer, de rentrer dans la discussion, ceux qui, ceux qui sont là pourraient se présenter, peut-être dire pourquoi ils sont là, pourquoi ils nous ont rejoints. Donc il suffit d'aller sur LinkedIn et de commenter en mettant qui vous êtes ou pourquoi vous êtes là et ce que vous attendez, peut-être aussi si vous voulez de ce dialogue qu'on va avoir avec Diego dans quelques instants. Nous, probablement, ça apparaîtra dans les commentaires. Voilà. Non, il n'y a personne qui veut ouvrir le bal pour l'instant. Ah si, voilà. Bonjour. Alors, c'est LinkedIn User, je ne sais pas qui c'est, mais voilà, un premier qui apparaît. Bonjour à tous. Bonjour Philippe, bonjour Michael. Allez, quel est votre... Bonjour Sandrine. Les termes et les enjeux de la transition. Doit-on toujours utiliser le mot transition d'ailleurs? Question. On n'est pas très d'accord là-dessus. Allez, on laisse encore une ou deux minutes avant de lancer définitivement. Bonjour Ludovic. Est-ce que transformation et redirection s'opposent? Comment entraîner les non-convaincus dans cette question de la redirection? C'est bien sûr un enjeu majeur, parce qu'il y a des communautés qui s'y intéressent de plus en plus, c'est tout à fait vrai. Mais la masse, en fait, des acteurs de l'économie en est encore un peu loin, c'est vrai. Ah, je ne sais pas qui était au grand défi, mais oui, c'est vrai que l'intervention de Diego au grand défi nous avait particulièrement marqué et enrichi, je crois. Merci Virginie. Ok. Bon, écoute Diego, je te propose de commencer. Je vois qu'on est déjà une cinquantaine à être en direct, donc les gens vont nous rejoindre. L'idée donc de ce dialogue, c'est pendant une demi-heure de débattre sur la question avec Diego. Et puis ensuite, ou pendant d'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions pendant que nous conversons avec Diego. Je pourrais en prendre, ou sinon on répondra aux questions juste après. Et la question, c'est finalement qu'est-ce qu'il est nécessaire pour accélérer la transformation écologique et qu'elle soit à la mesure des enjeux. Et pour débattre de ce sujet, il me semblait extrêmement pertinent de discuter avec Diego Landivar, voyons, tu vas te présenter juste après, mais qui est un expert des questions de redirection écologique, et puis de finalement s'interroger sur comment à la fois accélérer pour que cette transition soit à la hauteur des enjeux, et puis comment faire accepter aussi probablement cette transition, notamment dans les sphères économiques, mais aussi politiques, parce que cette question de la redirection s'applique, je crois, à ces deux sphères de responsabilité, on va dire. Diego, est-ce qu'on pourrait juste commencer de façon un peu classique, mais que tu puisses te présenter, dire qui tu es, ce que tu fais, voilà, pour commencer.
Oui, merci Jérôme, merci beaucoup pour cet accueil et pour l'invitation. Donc, je suis Diego Landivar, je suis enseignant-chercheur dans une école de management, le groupe ESC Clermont, et j'ai cofondé il y a déjà une dizaine d'années le laboratoire Origins Media Lab, où effectivement nous travaillons sur les questions de redirection écologique, à la fois des organisations publiques, des institutions, et aussi vis-à-vis des organisations privées, commerciales, face donc à ce nouveau diagnostic qui est celui de l'anthropocène, de l'urgence climatique et écologique, avec ce pari central qui est de dire ce que nous sommes en train de vivre, ce n'est pas simplement une petite crise conjoncturelle, c'est en fait une modification assez surprenante, assez forte de nos conditions d'habitabilité, de nos conditions climatiques, écologiques, etc. Merci Diego. Alors, est-ce que tu serais d'accord avec moi si on disait finalement qu'il y a dans la transformation différents niveaux d'intensité, c'est-à-dire évidemment, si on parle des entreprises, le sous-jacent de tout ça, tu l'as exprimé, c'est aussi la question des limites planétaires, mais qu'il y a peut-être différents degrés d'intensité dans cette transformation souhaitée. Le degré 1, c'est peut-être de réduire son impact. Le degré 2, c'est de dire que finalement, on essaye de trouver un autre modèle économique, et notamment, je pensais aux questions de l'économie de la fonctionnalité. Et puis, le troisième, peut-être, ce serait celui de la redirection écologique. Donc, ce serait aller vers cette question, on y reviendra tout à l'heure, mais du renoncement aussi. La redirection est un peu synonyme de la question de la redirection et du renoncement sont un peu synonymes. Alors, est-ce que tu es d'accord avec cette question-là? Et évidemment, en sous-jacent, peut-être peux-tu définir ce que c'est que la redirection écologique? Oui, alors effectivement, en fait, l'enjeu fondamental de la redirection écologique est simplement de dire que les options les plus classiques qui ont été étudiées depuis 20-30 ans sur comment justement surpasser nos problèmes écologiques depuis le monde des entreprises, des organisations, ne suffisent pas, ces prises-là ne suffisent pas. Par exemple, la prise technosolutionniste sur l'hydrogène, l'exemple est le plus intéressant aujourd'hui. Il y a beaucoup d'espoir qui repose sur l'hydrogène parce que l'hydrogène a cette promesse extrêmement intéressante qui consiste à dire on n'a pas réinventé radicalement nos industries motrices, nos formes de mobilité, notre urbanisme. Cette équation technologique va nous permettre de résoudre assez facilement cette question-là. Donc, ce paradigme-là est techno-solutionniste, ou en tout cas solutionniste, est un paradigme qui s'est beaucoup installé. Et donc, nous, on considère que, bien Comme la captation évidemment… carbone, non? Si je peux me permettre de faire cette incision, cette incise. Oui, oui, tout à fait, également, mais on peut l'appliquer à plein de choses. Dans la redirection, il y a cette idée qu'il va falloir faire des arbitrages assez importants, quantitatifs notamment, et que l'efficience, l'amélioration énergétique, tout ça ne vont pas suffire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les faire, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les renier, mais qu'elles ne seront pas suffisantes. L'exemple que je donne souvent, c'est sur les piscines aujourd'hui municipales ou les piscines individuelles. On arrive à des efficiences écologiques, énergétiques de l'ordre de 8-10%. Mais si on veut réduire de 50, voire 60% leur consommation d'énergie ou leurs émissions, il faut redesigner en fait la piscine, il faut redesigner nos activités aquatiques, etc. Et juste pour compléter la question du renoncement, la redirection veut dire effectivement faire des arbitrages et donc poser clairement, en toute honnêteté, la question du renoncement, mais pour un redesign en fait de nos besoins, de nos usages, de nos politiques publiques, de nos stratégies surtout. Peut-être je me permets de rebondir sur cette question des piscines, parce que tu l'avais de mémoire évoqué au sein du programme de transformation, mais aussi dans le grand défi des entreprises pour la planète. Et en fait, tu avais évoqué la relation finalement dans le besoin de baigner, de nager, l'utilité des piscines, et ce dialogue entre piscine collective et puis piscine privée. Tu pourrais en dire quelques mots?
Oui, alors effectivement, nous on travaille sur non, maintenant trois projets concernant les piscines, parce que les piscines, il faut savoir que ce sont des sujets très chauds, ce sont des Mmh. sujets compliqués pour les collectivités locales, pour les régions. On travaille avec une région qui sait que dans 20 ans, il n'y aura pas suffisamment d'eau due au stress hydrique, dû aux différents scénarios climatiques, et qu'il va falloir dès maintenant préparer la fin des piscines individuelles. Donc nous, on intervient là-dessus parce qu'on propose des stratégies justement d'un démantèlement progressif et surtout intelligent socialement, techniquement, pour qu'on puisse justement sortir de cette dépendance en fait aux piscines individuelles et surtout prendre soin de tous les acteurs qui sont attachés, qui sont dépendants à un secteur comme celui des piscines individuelles. Il y a des importateurs, il y a des plombiers, il y a des aménagistes, etc. Sur les piscines collectives et municipales, là aussi c'est très intéressant parce que souvent dans les municipalités, dans les collectivités locales, les piscines arrivent dans les premiers équipements les plus énergivores, les plus émetteurs de CO2, etc. Et donc là, en l'occurrence, ce qu'il faut poser clairement sur la table, c'est qu'est-ce que l'on maintient comme type d'activité aquatique, sous quelle forme et pour quel type d'usage, pour quels attachements on peut imaginer sacrés et ceux auxquels on peut renoncer parce qu'on ne pourra pas malheureusement tout maintenir et qu'il faut justement faire des arbitrages. Et cette question des piscines, elle est très intéressante parce que quand il y a eu la guerre en Ukraine, vous avez vu, il y a eu des fermetures de piscines, mais exactement sous un paradigme que nous on condamne, c'est-à-dire une fermeture très urgente dans le speed, comme on dit, dans la catastrophe, où il faut tout d'un coup faire diminuer drastiquement la facture énergétique parce que le gaz est en train d'augmenter, parce qu'avec la guerre en Ukraine, on a compris que nos piscines étaient connectées à Poutine, qu'elles étaient connectées à Nord Stream 2, etc., etc. Et donc, qu'il va falloir mieux se préparer pour les prochaines crises de ce type-là et qui révèlent en fait nos dépendances un peu problématiques aux limites planétaires, quoi. Alors là, on évoque les piscines. Il y a évidemment un autre type d'activité à travers le ski et les stations de ski qui apparaît assez naturel parce que là, en plus, on sait que certaines stations de ski sont, on va dire, condamnées. Qu'est-ce qu'il y a comme autre secteur d'activité, peut-être moins évident ou moins immédiat dans notre imaginaire, qui sont prioritairement peut-être interrogés par cette question de la redirection écologique ou par les limites planétaires que tu évoques? Alors effectivement, nous, avec mon collègue Emmanuel Bonnet, on distingue les organisations sentinelles de l'Anthropocène, Mmh. c'est-à-dire celles qui sont sur le front de la menace écologique et climatique, qui typiquement les stations de ski, hein, comme vous l'avez dit. Mais finalement, vous en avez beaucoup, beaucoup, parce que dans le secteur agroalimentaire, pratiquement toutes sont de cette nature. Toutes les entreprises ou les organisations, les secteurs d'activité qui sont sur ce qu'on appelle nous des territoires fantômes, c'est-à-dire des territoires, des dépendances matérielles, extractives, terrestres qui sont extrêmement fortes, énergétiques, etc., peuvent devenir très rapidement des organisations sentinelles, comme dans le cas des piscines, comme je l'ai évoqué. En général, tout ce qui dépend de chaînes logistiques assez développées, assez non maîtrisées en quelque sorte, peuvent devenir rapidement des organisations sentinelles. Et bien évidemment, il y a des organisations plus classiques qui sont un peu protégées de tout ça, parce qu'elles ont des assises financières, aussi des stratégies de défense publique hein, qui les protègent un peu de ces menaces écologiques. Et là, je pense qu'on peut évoquer des secteurs industriels, etc. Mais par exemple, sur l'automobile, Emmanuel, justement, a une formule très intéressante qui consiste à dire aux organisations privées, réfléchissez à qu'est-ce qui correspond à la neige chez vous. C'est-à-dire que Mmh. pour une station de Absolument, ouais. ski de moyenne montagne qui voit en fait concrètement que la neige disparaît, pour une organisation privée, c'est quoi l'actif qui pourrait en fait la confronter à une situation critique, etc. Mais là, encore une fois, ce qu'il faut distinguer, c'est que dans la redirection, l'enjeu numéro un n'est pas la simple adaptation. Ce n'est pas se dire les choses vont évoluer, quel est le business model
le plus fondamental, le plus intéressant, peut-être le plus profitable, qui va s'immiscer dans les transformations climatiques. L'exemple à l'opposé, je dirais, de la redirection écologique, c'est l'opportunisme immobilier qui essaye d'anticiper les problèmes sur les côtes, etc. Oui, ou la zéro artificialisation nette. On s'aperçoit qu'il y a un boom, alors, pas toujours vrai, mais il va y avoir un boom de la construction pour anticiper les interdictions qui vont arriver. Exactement. La redirection pose clairement, en fait, de réfléchir, impose de réfléchir, en fait, à la destination, au propos, à la mission, etc., et au design, en fait, à la conception des stratégies qui sont adaptées à ce régime climatique et qui aussi intègrent la responsabilité climatique de nos actions. Ce n'est pas juste un opportunisme stratégique. On a l'impression que, je dirais, l'opinion publique ou certains peut-être acteurs de l'économie qui sont dans on va dire des communautés agissantes, ceux qui ont suivi le grand défi, sont comptés à la CEC, qui sont dans des réseaux d'entreprises déjà très informés, sont d'accord avec ça, sont d'accord avec ce que l'on dit là, sont d'accord avec cette position et cette analyse d'une transition forte qui est à mener. Est-ce que tu aurais des exemples d'organisations, d'entreprises qui sont allées jusqu'à traiter cette question? Nous, quand on travaille chez Engage avec des entreprises, on a souvent l'impression que l'étape 1 et 2, que j'ai facilement ou caricaturalement résumé, peut se mettre en place. On diminue, on cherche de la fonctionnalité, etc. Mais quand on commence à dire, eh bien, on va jusqu'à la redirection, ce qui veut dire arbitrage, renoncement, et donc toucher à la question des revenus, à la question des marges, etc., eh bien, ça coince. Alors, il y a des exemples dans le public, tu pourrais citer. Est-ce qu'il y a aussi des exemples d'organisations, d'entreprises qui sont allées jusqu'à considérer sérieusement et à mettre en place concrètement cette redirection? Bon, en tout cas, s'y engager. Oui, il y a la redirection aujourd'hui, c'est un champ expérimental, donc effectivement limité, mais qui est, à mon avis, en forte croissance. D'ailleurs, c'est un peu le paradoxe, hein, c'est l'hypercroissance du démantèlement, etc., d'une certaine manière. Et en fait, ces organisations, elles sont nombreuses. Par exemple, très clairement, quand Picture travaille sur des questions de redirection, Picture Alors, tu peux propose… dire qui est Picture et son secteur d'activité, s'il te plaît? Comment? Est-ce que tu peux en dire deux mots d'ailleurs sur le groupe, sur l'activité en elle-même? Oui, Picture, donc, qui est une entreprise qui travaille sur qui fabrique donc des vêtements de montagne et qui est dans un positionnement assez intéressant, qui s'écologise fortement au niveau de ses réflexions stratégiques, de gouvernance, etc. Et typiquement sur la dépendance aux chaînes logistiques asiatiques, qui en fait sont la colonne vertébrale de leur modèle, et comme dans 90% du secteur de l'habillement, du vêtement, etc., du textile, et qu'ils posent la question de comment en fait ne plus dépendre et comment démanteler ce pan entier de l'organisation qui est, encore une fois, constitutif de sa stratégie. Ça, pour moi, c'est une réflexion redirectionniste en quelque sorte. Lorsque chez Michelin, justement, nous avons travaillé avec Michelin sur les questions de redirection écologique et la constitution justement d'un groupe, d'une communauté de personnes qui vont non seulement diffuser, comme dans les questions climatiques, les diagnostics, etc., mais qui vont réinterroger en fait les usages, les pratiques et les stratégies qui sont déployées. Ça, c'est typiquement un exemple assez fécond. Chez Renault, par exemple, il y a une réflexion extrêmement intéressante du côté des syndicats qui pose très clairement la problématique des dépendances sociales et donc financières des salariés. C'est une réflexion des syndicats, qui émerge des syndicats, au SUV, par exemple. Donc, il y a comme ça pas mal de communautés qui sont assez différentes parce que chez Michelin, c'est plutôt du middle management supérieur en quelque sorte. Chez Renault, ça peut graviter autour des
des forces syndicales. Dans d'autres milieux, ce sont surtout des patrons, ce qu'on appelle nous des patrons effondrés, c'est-à-dire des acteurs du top management qui, en fait, ont compris que la question et la connaissance. voilà, et qui clairement posent la question de faire bifurquer leur stratégie de A à Z, quoi. Donc, dans tous ces exemples-là, il y a des communautés de pratique, mais je dirais, il y a surtout ce passage au besoin d'outils de quantification de ces vulnérabilités. C'est-à-dire que chez Michelin, le projet qu'on a réalisé avec ceux qui sont venus en ambassadeurs, on va dire, de cette question de la redirection écologique, on a formé sur un semestre et tout ça, les réflexions qu'on a mis en place ont été hyper intéressantes parce qu'on les a tournées autour d'outils de contrôle de gestion pour la redirection écologique. C'est-à-dire que, typiquement, chez Michelin, combien coûte la dépendance, d'un point de vue financier, aux SUV, aux pneus SUV. Et cela nous permet justement d'éclaircir quelle est la part de la profitabilité, du chiffre d'affaires, y compris de la distribution de revenus tels que des primes ces dernières années, vis-à-vis du pneu SUV, qui est pourtant, et d'ailleurs, Michelin, entreprise très ingénieriale, le sait que le SUV n'est pas le modèle de la voiture du futur, quoi. Y compris sous sa forme électrique. Bah, oui, enfin bref, on peut tourner autour du pot. Je pense qu'il faut à un moment donné nommer les choses très clairement. D'ailleurs, il le nomme clairement. Et donc, au lieu de se dire, essayons de faire des projets écologiques supplémentaires, par exemple le pneu vert ou le pneu biomimétique, etc. Parce qu'un effet rebond. Interrogeons, voilà, un effet rebond ou un effet qui va se superposer, comme dans beaucoup de logiques de l'économie circulaire, où le domaine d'activité circulaire vient se superposer, va ajouter un segment d'activité complémentaire au secteur d'activité extractif et qui est problématique. Là, la question a été posée très clairement, combien coûte la dépendance au SUV? Qu'est-ce que ça génère comme argent, comme opportunité? Et combien ça coûterait si on renonce au SUV? Alors, quelle est la réponse? C'est énorme, c'est énorme. C'est énorme. Surtout, alors, justement, ce qui est intéressant, c'est que quand vous déployez un outil de contrôle de gestion de la redirection écologique, vous pouvez savoir quelles sont les dépendances en termes de profitabilité déjà et en termes de volume de vente ou de chiffre d'affaires ou de segment d'activité. Très concrètement, si vous renoncez dans cette forme-là d'organisation à un pneu extractif comme le SUV, vous allez détériorer la profitabilité. Mais vous n'allez pas forcément détériorer ni la compétitivité, ni pas forcément les gros segments d'activité qui, malgré tout, en volume, reposent sur le pneu tourisme, qui peuvent être aussi complétés d'autres segments d'activité comme le rechappage, etc., etc. Donc, au moins, ce qui est intéressant avec ces expérimentations, c'est qu'elles osent poser les questions que tout le monde s'imagine, c'est-à-dire, oh là là, non, c'est pas possible, mais alors, de quoi on parle? Quantifions les choses, quantifions véritablement. Et ce qui est intéressant, c'est de tordre les outils classiques du contrôle de gestion, qui sont des outils alignés sur des impératifs de mesure de la performance financière, vers des questions de dépendance, de redirection, et qui rationalisent, en fait, mettent le débat, encapsulent le débat dans des réflexions vraiment rationnelles. Alors, je suis évidemment d'accord avec tout ce que tu énonces. Il faut mesurer, ce qui est encore plus difficile peut-être sur l'impact sur la biodiversité. Après, il y a la question aussi des dépendances qui peuvent être mesurées, les deux. Mais quand je t'écoute parler, je me dis, faire ces mesures, ça prouve finalement que une entreprise comme Michelin, mais il y en a plein d'autres comme ça, sont aujourd'hui dépendantes, en grande partie, notamment en termes de profitabilité, de ce secteur, de cette niche, je pense plus qu'une niche d'activité dans le domaine de la voiture. Mais alors, j'ai envie de dire, c'est presque une conclusion contradictoire, enfin, ou non bénéfique pour ce qu'on essaye de faire, parce que derrière, l'actionnaire, en tout cas ceux qui ont un intérêt majeur, et ça peut être aussi les salariés d'ailleurs, à cette profitabilité de l'entreprise, se disent du coup, comment abandonner le SUV, même si c'est extrêmement souhaitable et nécessaire, puisque justement,
eh ben, la part des profits que génère ce secteur d'activité ou cette partie de l'activité est majoritaire. Donc en fait, la question sous-jacente, c'est comment arriver, malgré ces constats, heu, quels sont les éléments de motivation finalement pour dire à cette entreprise, eh bien, avec ces injonctions contradictoires du court terme, du long terme, peut-être aussi avec ces dimensions du risque de plus en plus patents, mais de dire, bah, quels sont finalement les éléments de motivation qu'on peut mettre en avant pour que l'entreprise commence à se mettre sur ce chemin-là? Alors, déjà, à mon avis, il faut distinguer les organisations qui sont intransitionnables des autres. Mmh. C'est-à-dire, il y a des organisations, clairement, qui sont intransitionnables. Alors on parle Là, par exemple du pétrole, par exemple, non? oui, non, mais plus concrètement, par exemple, là, en ce moment, je travaille beaucoup sur les archives de McDo. Mmh. Euh, McDo, premier rapport qui pose la question de la fin de la vaisselle jetable, c'est 1952. Donc McDo a mis 70 ans à Mmh. fermer un tout petit détail dans son modèle économique, dans son modèle industriel, qui est la vaisselle jetable. Vous savez, là, cette Ouais, ouais. année, ils ont Ouais. décidé de passer à la vaisselle lavable. C'est marrant la date que tu choisis, enfin que tu évoques, parce que c'est juste avant 53 qui est le premier rapport de l'armée américaine sur l'insoutenabilité de notre modèle économique, tu vois? Donc, ça veut Oui, dire qu'il y mais a 70 ans que tout ça a été complètement connu et travaillé et recherché. Oui, mais en fait, dans les années 50, d'ailleurs, le directeur de la prospective chez Shell, pareil, c'est Oui. 1950 et quelques, pose clairement la question de la fin du pétrole et qu'est-ce que devient Shell dans 50 ans où ça sera fini, etc. Donc, dans 70 ans, etc. Donc, il y avait déjà beaucoup d'ingénieurs à l'époque aux États-Unis il y avait une sorte de mouvement shifter en fait avant Mmh. l'heure, il y a 70 ans. Maintenant c'est documenté historiquement, etc. Mais donc, pour revenir à McDo, McDo, 70 ans, mais à fermer. Ce qui prouve très bien qu'en fait, les organisations du capitalisme contemporain ne savent pas fermer, ne savent pas renoncer, n'ont pas les techniques, n'ont pas les savoirs pour le faire. Parce que quand même, euh, juste clôturer un épisode comme celui-là en 70 ans, c'est quand même assez vertigineux. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les indicateurs parlent d'eux-mêmes. McDo est en train de faire exploser sa consommation d'eau. Mmh. Donc, McDo a remplacé une limite planétaire sur les Par questions une des autre. déchets, de plastique, par une autre. Ouais, bien Donc, sûr. McDo est intransitionnel, c'est-à-dire qu'ils ont fait une transition, ils ont arrêté les déchets plastiques, cartons, etc. Ils en ont remplacé par une autre externalité Oui, on pourrait parler communautaire. probablement de Coca-Cola dont le modèle, s'apparente, aussi beaucoup et je suis pas sûr que, un groupe comme Coca-Cola soit très, transitionnel, non plus. Oui. Donc, alors je Oui, reviens, ouais, pardon, vas-y, vas-y. non, mais juste pour finir, et donc ça veut dire que McDonald's ne peut pas transitionner, et donc la seule option, c'est de la redirection, pour moi. C'est-à-dire de revoir complètement le modèle de base, qui est de celui de Ouais. McDo, qui est celui d'une restauration industrielle standardisée à l'échelle, il y a une scalarité Ouais, globale puis, absolument colossale. Donc, mmh, si tu ne renonces pas à ce modèle-là, je vois pas qu'est-ce que tu peux gagner comme stratégie. Tu peux, même y compris en transformant McDo en une chaîne, parce qu'il y a un scénario stratégique chez McDo aujourd'hui de tout basculer en bio. mmh, Est-ce que véritablement ils vont pouvoir tenir les limites planétaires en faisant cela? Moi, j'ai bon, des doutes. ouais, mais ça dépend quel bio d'ailleurs, enfin, bio, ça veut dire Oui. beaucoup de choses. Donc, on a le modèle intraditionnel et puis de l'autre côté, on a les entreprises qui, peuvent rentrer dans ce modèle, transitionnel. Alors comment eux, les motiver? Comment les titiller? Comment leur apporter, les éléments, pour qu'un DG, qui est encore beaucoup jugé sur, son résultat, financier pur en quelque sorte, eh bien, fasse basculer, ses actionnaires et qui disent: «OK, on va aller dans une stratégie de redirection». Alors, bien évidemment, la première, on va dire, la première stratégie la plus évidente, c'est révéler ce qu'on appelle, ce que j'ai appelé tout à l'heure le territoire fantôme. Mmh. Ça marche toujours. C'est-à-dire que
quand vous présentez, nous, on a une méthodologie très simple qui permet de montrer toutes les vulnérabilités et surtout les confrontations d'une organisation, je dis n'importe quoi comme BIC, par exemple, aux vulnérabilités en termes de dépendance matérielle, énergétique, etc. C'est-à-dire, que devient votre organisation une fois cette parenthèse absolument inédite dans l'histoire de l'humanité qui nous a fait décoller et qui nous a amené dans un hors-sol total qui est l'énergie fossile. Donc, que deviennent ces organisations une fois que... Donc ça, c'est une responsabilité stratégique des actionnaires, des patrons, des DG, etc. S'ils ne se posent pas cette question, il y a un problème clairement en fait de défaillance stratégique à ce niveau-là. Et la distinction entre avoir une réaction tactique, souvent transitionniste, technosolutionniste, et une réflexion stratégique, je pense qu'elle est prépondérante pour résoudre cette problématique-là. Ensuite, une autre question assez simple, c'est la question des coalitions. Et là, la question des coalitions est intéressante. On a travaillé avec un directeur d'usine d'une entreprise qui devait déployer, il a reçu le message, on va déployer la robotisation dans l'usine. Lui, ingénieur, shifter, le soir, etc., s'est dit, mais c'est une bêtise sans nom, ce truc-là, parce que sur le plan social, sur le plan écologique, sur le plan technique, y compris, ça va créer des problèmes, ça va créer des irréversibilités, et au mieux, ça ne va pas forcément apporter une plus-value fondamentale. Et donc, il a fait une coalition déjà avec les salariés, déjà avec les syndicats, mais aussi, et c'est là où on les a accompagnés, avec des chercheurs sur les questions énergétiques, sur les questions fossiles, sur les questions de robotisation, de durabilité des technologies, pour lui venir en aide et consolider un argumentaire qui ensuite est posé à la gouvernance en disant, voilà, voilà votre scénario et on va vous proposer un scénario bis. Alternatif. Voilà, qui est différent, qui est basé sur des technologies domestiques, réappropriation, avec beaucoup de travail sur les questions de maintenance, sur la question de la recycler les techniques précédentes, presque même une expérimentation un peu low-tech dans certains aspects, mais quand même, ça reste une industrie, donc c'était pas non plus fou. Mais au moins, une culture de la maintenance, une culture de la sobriété technologique qui, et ils ont gagné, c'est-à-dire que la gouvernance a décidé de leur proposer, OK, expérimentons avant de prendre une décision sur la robotisation, expérimentons votre protocole pendant X années et on va voir ce qui va se passer. Donc ça aussi, c'est des formes on va dire, de résistance. Et je pense que ce qui s'est passé chez Orange à l'époque de la 5G, par exemple, où des collectifs d'ingénieurs, de managers, etc., c'est consolidé. Ils ont écrit au patron. Ils ont dit, voilà, nous, on est contre ça et on a des arguments pour le faire. Ça n'a pas marché chez Orange. Mais c'est un précédent extrêmement intéressant parce que ça vient un petit peu politiser au sens noble l'entreprise et dire, voilà, sur l'écologie, il y a des controverses, y compris organisationnelles, et qu'il faut les révéler. Et je pense qu'ici, il y a aujourd'hui un point essentiel sur lequel on doit tous militer, les organisations comme Engage, comme plein d'autres aujourd'hui, c'est pour qu'on puisse protéger les salariés qui aujourd'hui émettent des doutes sur les projets stratégiques qui compromettent les questions climatiques. Oui, les lanceurs d'alerte. Bien sûr, les lanceurs d'alerte. Oui. Mais plus largement, parce que le lanceur d'alerte, c'est une figure encore marginale. Et individuelle. Les vigies, en quelque sorte. Tu as bien raison, c'est ce qu'on promet aussi dans tous les projets qu'on développe dans les entreprises. C'est de travailler sur un écosystème interne, alors après de communautés agissantes et conscientes, et puis après de l'ouvrir aussi à des communautés externes, parce que aussi l'entreprise ou les décideurs ont besoin de sentir qu'il y a derrière toutes ces nouvelles propositions, à la fois des recherches solides, des applications possibles et une sorte de preuve de concept que ce qui est avancé ne sort pas de l'inventivité ou de l'imagination d'un acteur isolé et un peu uluberlu, mais qu'il y a vraiment un modèle alternatif qui est proposé. Et je pense que c'est un dialogue entre les risques, que aussi la notion de risque est peut-être moins motivante ou, je dirais, engageante, mais l'entreprise est de plus en plus aussi consciente de ces risques. Et en parallèle, si elle a des preuves que ce qui est avancé va aller dans la préservation, quelque part, de sa profitabilité, cette connexion
peut quand même jouer un rôle majeur dans le fait d'entraîner les décideurs, mais il faut leur apporter la preuve, ou en tout cas les éléments de preuve, que ce nouveau modèle ne s'oppose pas, au contraire, à la survie de l'entreprise. Je pense qu'on pourrait commencer, là on a encore une grosse dizaine de minutes, à prendre vos questions. Je vais commencer par une question qui est arrivée 2 fois par Maëlys et par Sarah, qui est de dire, je résume, très bien, mais ce qui a fait aussi bouger McDo, c'est la loi AJAC. Ce qui est évidemment le célèbre triangle de l'inaction, fait que le rôle des politiques et de la réglementation est majeur sur le sujet. Est-ce que tu as une réaction à ça par rapport à peut-être le fait que le politique soit un élément absolument majeur de cette redirection? Mais c'est absolument essentiel et d'ailleurs la redirection écologique, comme tu l'as présenté, c'est un programme méthodologique qui s'adresse à des actions au niveau organisationnel, mais aussi au niveau politique. C'est-à-dire que les bifurcateurs, parce qu'on parle beaucoup souvent de bifurcation, 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 mais pour faire de la bifurcation, il faut des aiguillages, comme les aiguillages dans les voies ferrées qui permettent de… Et ça, c'est des dispositifs techniques, c'est vraiment des dispositifs très concrets, très parcellaires, et qui permettent de faire basculer des entités d'un régime extractiviste vers une bifurcation réelle. Typiquement, là, le droit, en règle générale, permet de faire ça. Là, en ce moment, j'écris un truc sur le droit de préemption climatique qui permettrait, en fait, justement, de pouvoir bifurquer un projet extractiviste urbanistique vers un projet qui soit compatible avec les limites planétaires. Là, c'est des bifurcateurs, c'est des choses très concrètes, quoi. Mais les dispositifs dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire les dispositifs qui démocratisent les questions climatiques et écologiques au sein des entreprises, au sein des organisations, et de pouvoir leur donner une place réelle dans les organisations, c'est aussi important. Et dans les discussions, moi j'ai été assez critique sur les questions d'objet social étendu de l'entreprise, entreprise à mission, parce que malgré les intentions, c'était intéressant, mais techniquement, ça aurait été intéressant de réfléchir justement à des dispositifs qui créent ce que Michel Callon, à l'époque, le grand sociologue du CSI, fraternellement connecté à Bruno Latour, appelait la démocratie technique ou les parlements techniques, ou Latour a appelé le parlement des choses, c'est-à-dire à des formes de démocratie qui prennent des décisions technologiques ou techniques. Parce que, grosso modo, c'est souvent derrière ces questions techniques et technologiques, c'est ces choix-là qui ensuite nous créent des irréversibilités, nous mettent dans des trucs qui sont ensuite extrêmement difficiles à démanteler parce que du coup, les gens dépendent de ça, vivent de ça, et après, c'est compliqué de revenir en arrière. Donc, pour éviter cela, il faut que ces questions-là soient débattues, qu'elles aient une place et qu'elles soient protégées par la loi, par la réglementation, au sein des organisations. Oui, il y a la, oui, tout à fait. Il y a aussi la question, me semble-t-il, du temps que ça prend. C'est-à-dire que je m'explique, beaucoup d'entreprises, alors certaines ont la clairvoyance ou la capacité de faire que, de former, on peut les appeler les éclaireurs, les ambassadeurs, comme on veut, ou les shifters, à l'intérieur d'un groupe, pour les former à ces questions et ce changement de mentalité, cette compréhension des enjeux et leur applicabilité finalement au domaine ou leur relation avec l'économie ou la stratégie d'entreprise prend du temps. Donc il me semble qu'il y a quand même une question majeure qui est comment par rapport à cette injonction d'aller vite finalement, quand on voit le temps nécessaire de formation, le temps qui est mis par les entreprises pour se consacrer à cette question, pour l'intégrer, pour les digérer, il y a, me semble-t-il, presque une contradiction. Donc, comment tu fais, toi, pour que un groupe s'empare de ce sujet à travers ces quelques collaborateurs choisis ou élus ou peu importe, ou tirés au sort, mais pour que derrière, en fait, ça se déploie et qu'on n'attende pas des 5, 10 ans pour que cette question, qui est centrale et qui va le devenir beaucoup plus, on peut l'anticiper, eh bien, se mette en place dans les entreprises. Est-ce que tu as un secret à nous révéler? Non, non, je pense que tout le monde galère avec ça parce que effectivement, c'est Moi, je veux bien des comprendre. organes.
des organisations pleines d'irréversibilité, et en plus qui sont politiquement là aussi engagées dans dans des régimes extractivistes. Enfin, c'est très compliqué. Par contre, voilà, il y a des signes qui montrent bien que ces organisations, ou en tout cas les organisations qui vont anticiper ces questions le plus tôt possible, qui vont les incorporer véritablement et radicalement, au sens noble du terme, dans leur définition stratégique, seront sûrement les organisations qui vont le mieux s'en sortir. Sur les stations de ski, c'est absolument intéressant de voir ça. Les premières stations de ski à vraiment avoir le courage de se dire le ski c'est fini et qu'il faut qu'on pense l'après-ski, ce qu'est notre territoire après le ski, sont en train de prouver que dans leur stratégie, elles vont plus vite, elles vont en fait d'une manière plus intelligente, plus rationnelle, vers des modèles qui vont être extrêmement, encore plus compliqués pour les stations qui continuent à investir dans des grosses infrastructures touristiques, dans des gros télésièges, dans des connexions à d'autres pistes, etc. Vous savez, c'est un enjeu très important de est-ce qu'il faut connecter les domaines skiables ou pas, et qui en fait crée des coûts gigantesques financiers. En fait, les rapports qui analysent cette question-là démontrent bien que les niveaux d'endettement financier, par exemple, de ces stations de ski est devenu insoutenable, en fait, insoutenable. Et donc, la seule solution qu'elles ont, c'est soit la surenchère dans la dette. Donc là, je parle que d'éléments financiers. Donc, et donc, moi, je pense qu'à un moment donné, ils vont au moins financièrement se rendre compte de l'absurdité de ces politiques accélérationnistes, quoi, en fait. Et c'est pareil, il y a un collègue qui est expert, Rémi Bonin, qui est expert sur les questions de transition et redirection, surtout des pratiques culturelles, me parlait du Hellfest Festival, où le patron dit, là, je suis dans une course à l'échalote, je ne peux plus m'arrêter en quelque sorte. C'est-à-dire que le gigantisme du Hellfest s'auto-alimente, ouais. Il ne peut plus faire marche arrière parce que là, avec la pandémie, avec les trucs, les artistes demandent des cachets plus importants, que pour rentabiliser leur modèle, il leur faut 95% de remplissage, et donc ils sont obligés de grandir, et il sait que, enfin, d'une certaine manière, tout le monde sait que c'est pas possible. Donc, clairement, aujourd'hui, le Hellfest est peut-être sûrement plus vulnérable, à moins qu'on continue effectivement à lui injecter des millions de subventions, etc. Mais il est plus vulnérable, paradoxalement, qu'un petit festival qui nativement sera écologique. Une dernière question avant de nous quitter, mais c'est une question qui revient tellement souvent et qui a été posée là, donc j'aimerais bien qu'on l'évoque rapidement. On pourrait y passer des heures, mais comment tu traites cette question finalement de l'emploi? Parce que redirection, c'est-à-dire qu'on peut aussi créer d'autres activités qui, elles, sont plus compatibles avec les limites planétaires, mais ça veut dire aussi enfermer. Donc ça veut dire que finalement, pour beaucoup, en tout cas dans l'imaginaire, mais aussi peut-être concrètement, cette redirection écologique, elle peut être synonyme de moins d'emploi, donc de chômage. En tout cas, c'est un argument qui nous est souvent renvoyé. Comment tu y réponds? Moi, je réponds très simplement, c'est que je pense qu'il y a une loi aujourd'hui qu'il faut essayer de sublimer, c'est la loi de substitution entre l'investissement et le fonctionnaire. Je m'explique très rapidement. Quand on a travaillé avec la ville de Grenoble sur l'avenir des infrastructures sportives, avec notamment ce cas qui a beaucoup été publicisé maintenant, c'est sur les piscines municipales, nous, ce qu'on a expliqué, c'est que sur les piscines municipales, il y avait eu cette course à l'échalote du gigantisme. C'est-à-dire que les nouvelles piscines dites écolo municipales, en fait, consomment plus d'énergie de fluide dans beaucoup de cas que les anciennes piscines qui étaient déjà des hérésies écologiques. Parce qu'on a ajouté, on a transformé les piscines en fait en des centres aqualudiques avec sauna, hammam, bassin de plongée sous-marine, piscine d'aquabike, etc., etc. Bref, tout ça nous a permis de démontrer que
lorsque vous interrogez les gens sur le pratique aquatique, les gens vous disent il y a des attachements sacrés. C'est-à-dire que si la piscine municipale doit être sublimée, elle doit l'être sublimée, bien évidemment, au détriment des piscines individuelles, ça c'est la première chose, mais surtout pour permettre aux gens, aux enfants de savoir nager. Le savoir nager, dans notre enquête, c'était l'attachement prépondérant fondamental. Donc, s'il faut garder les piscines municipales, c'est pour cette raison-là. Par contre, les personnes âgées, et on nous avait dit au départ, non, il ne faut surtout pas toucher les piscines municipales parce que les personnes âgées, c'est sacré pour elles. Mais en fait, les personnes âgées, quand vous les interrogez, vous disent, la piscine municipale, c'est génial parce que c'est un sport doux, parce que c'est pas cher, parce que je rencontre mes copines et mes copains, parce que l'animateur cubain nous fait danser, c'est trop sympa, j'ai plus l'opportunité de danser dans les balles parce qu'il n'y a plus de balles, etc., etc. Bref, en fait, c'est des attachements qui concernent les attributs de la piscine et pas la substance elle-même de la piscine. Donc, quand vous avez une redirection des milieux aquatiques dans une ville, vous pouvez très bien dire, essayons de transformer ces attachements, de les garder intacts, mais plutôt que de les rendre, de les assouvir grâce à des infrastructures énergivores, il faut y répondre grâce à des animateurs de quartier qui vont dans les immeubles où il y a des personnes âgées, qui leur permettent de descendre, faire de la gymnastique, ou ce que certains appellent la néo-gymnastique urbaine, faire du tai chi sur les places, faire des randonnées urbaines, faire des randonnées urbaines rurales. Bref, travailler avec des animateurs, Mais sauf que dans la loi, on ne peut pas toucher du budget d'investissement pour le transformer en fonctionnement. De frais de structure, en fait, de fonctionnement. On est obligé de faire de l'investissement. On est obligé de faire de l'investissement parce qu'on a besoin de ces projets, etc. Donc, typiquement, ça permettrait justement de résoudre l'équation sociale en termes d'emploi, parce que dans cette modélisation, clairement, embaucher 200 animateurs permettrait justement de démontrer que la redirection écologique te permet de redesigner tes entités, tes infrastructures, tes équipements, et en même temps de pouvoir augmenter le bassin d'emploi parce que tu as besoin d'acteurs. Moi, je suis convaincu sur le monde de l'agriculture, sur le monde du sport, sur l'activité économique, on pourrait renforcer l'emploi. Et tu prêches un convaincu, je suis d'accord avec toi. Et c'est absolument ça. Et en plus, elles n'ont pas de proximité. Je prends une dernière question avant de finir, mais je vais répondre rapidement parce qu'on n'a plus le temps. On va essayer de tenir les 45 minutes. La question de Ludovic, quelle solution pour les entreprises qui s'appuient sur le modèle extractiviste ne les concurrence, c'est-à-dire de concurrence les entreprises qui sont en avance sur cette question de la redirection? Je dirais très clairement aussi la question de la réglementation. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est une des réponses majeures, c'est quand même que les pouvoirs publics mettent un cadre incitatif ou contraignant pour que cette transition ne se fasse pas au détriment des entreprises qui sont les plus innovantes ou en avance sur cette question-là. Bon, écoute, Diego, on va se terminer là. Il y aura peut-être des frustrations, mais on a promis de terminer là et je pense que c'est bien de s'y tenir. Merci beaucoup à toi. Je rappelle que Diego, tu interviens dans différents cadres, mais aussi c'est Engage, tu nous fais ce plaisir-là, notamment dans le cadre du programme Transformation, là, dont on fait une nouvelle édition au mois d'octobre, où on vient interroger évidemment toutes ces questions fondamentales de ces enjeux écologiques et sociaux, et aussi comment, au sein d'une organisation, faire naître des modèles qui soient plus, on va dire, résilients. J'aime pas trop le terme, en tout cas plus respectueux et en accord avec les limites planétaires actuelles. On parle aussi de permaéconomie avec Emmanuel Delannoy, différents autres modèles qui sont finalement se rejoignent, ils sont très, très complémentaires. Donc évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter et à venir dans tout ce que l'on fait. On va bientôt lancer une nouvelle conférence action sur le défi biodiversité. Tout ça se rejoint. En tout cas, on a été absolument ravis de converser, j'ai été en tout cas, de converser avec toi, Diego. Merci à tous ceux qui ont participé, poser ces questions fondamentales et qui nous permettent de rebondir et de donner encore plus d'informations et de dialoguer, de s'enrichir mutuellement. Et on se retrouvera certainement d'ici 3 semaines ou un mois pour une nouvelle édition de ces 45 minutes chrono. Merci infiniment, Diego. À très vite. Merci. Merci, avec plaisir. On reste dans l'engagement et l'envie de transformation. À très vite à toutes et à tous.
et à très bientôt, Au Diego. revoir. Au revoir. Au revoir, à bientôt.